Bonjour, bienvenue à Éveil. Notre invité aujourd'hui est M. Jean-Pierre Petit, qui est directeur de recherche au CNRS en France, un astrophysicien reconnu pour la qualité de ses travaux théoriques et des applications concrètes qu'on est en mesure d'en tirer, entre autres dans un domaine révolutionnaire qu'on appelle le magnéto-hydrodynamisme, dont on commence à peine à entrevoir les phénoménales possibilités. M. Petit fait présentement scandale à cause d'un ouvrage qu'il vient de publier et qui est sur la liste des best-sellers en France comme ici, un livre qui s'appelle « Enquête sur les extraterrestres qui vivent déjà parmi nous », livre dans lequel il révèle que ses idées, il les a puisées dans des textes écrits par des extraterrestres. Colette Chabot l'a rencontré. Jean-Pierre Petit, dans la communauté scientifique européenne et même mondiale, vous êtes très réputé, votre crédibilité n'a jamais été remise en question, mais le fait que vous vous intéressiez aux extraterrestres fait de vous un scientifique un peu louche, qu'on regarde un peu étrangement. Quelle était votre motivation? Louche, ce serait quelqu'un qui donc aurait des méthodes douteuses. Or, je ne pense pas être louche et je ne suis pas contesté parce que pour être contesté, il faut que quelqu'un vous conteste. Des gens vont dire, mais en écrivant un tel ouvrage, est-ce que tu n'as pas peur de te discréditer? Et moi je dis, pour être discrédité, il faut que quelqu'un vous discrédite. Donc si quelqu'un peut me discréditer, qu'il le fasse, qu'il écrive un article, qu'il mette son nom en dessous, et je pourrais répondre. Or, ce qui m'étonne, moi, à la suite de l'apparition de mon livre, c'est ce silence fantastique dans le monde scientifique, cette gêne. En fait, on peut dire, au niveau de la France, on attend que ça se passe, on attend que ça retombe. Il n'y a pas de débat. Alors, parce que ça crée une gêne considérable. On a l'impression, quand on discute avec des scientifiques, qu'il y a un préalable qui est de dire, bon, c'est un ouvrage de science-fiction, votre livre. C'est une fiction, c'est un roman. Vos travaux scientifiques, ça, on ne les conteste pas, ils sont extrêmement solides. Maintenant, vous vous êtes amusé à les relier à une histoire de contact extraterrestre, mais ça, c'est une blague, hein. On est bien d'accord. Non, non, moi, je veux qu'on discute de ça, ça me paraît être le problème central. Pour les scientifiques ne veulent pas discuter d'une chose pareille, parce que l'idée qu'il puisse y avoir une présence extraterrestre sur Terre, qu'il puisse y avoir un contact, c'est pour eux quelque chose qu'il faut éliminer a priori. Alors pour moi, la science, il n'y a pas d'a priori, sinon c'est pas de la science, c'est de la croyance. Qu'est-ce que les humides ont changé en vous? Parce que les extraterrestres dont vous parlez s'appellent les humides. Vous dites que les textes que vous avez décryptés étaient d'une qualité scientifique remarquable. Ah oui, moi, ça a été extrêmement stimulant. J'avoue que dans des textes, par exemple, en 75-76, j'ai lu que l'univers pouvait avoir une structure double, et dans cette espèce de deuxième univers, la flèche du temps pouvait aller à l'envers. Alors ça, vraiment, c'est une chose que j'aurais pas imaginé tout seul. Et on ne trouve qu'un seul équivalent, qui est le travail d'Andrei Sakharov, le soviétique là, qui est décédé il y a quelques années, quoi. Donc il y a dans ces textes quelque chose de très sophistiqué, de très dérangeant intellectuellement. Et si ça a eu un effet pour moi, c'est vraiment de m'entraîner tout à fait en dehors de mon mode de pensée habituel. Est-ce que vous avez parlé de René Fouéré qui était proche de Krishnamurti, et vous dites que c'était un précurseur. Son épouse, je pense, vous a montré des textes Elle a reçu une lettre, un peu comme une carte. Bonjour, comment ça va? C'est tout. Et René Fouéré était un ingénieur, il n'était pas un scientifique. Il y a beaucoup de non-scientifiques, même il n'y a que des non-scientifiques qui ont reçu ces textes. Parce que, disent les textes humides, nous avons, dans les années 50, 54, envoyé des textes aux scientifiques et ils les jettent directement à la poubelle, quoi. Et la réaction d'un scientifique conventionnel face à un texte comme ça, il ne le lit même pas. Et c'est pour ça qu'il atteindrait des gens plus simples, qui s'intéressent à l'ésotérisme ou... Les intermédiaires, peut-être, les intermédiaires. Mais je veux dire que le fait de recevoir un texte et de le jeter sans le lire, c'est un acte irrationnel. Et la grande découverte, moi, de mes 25 ans de carrière, c'est que je me suis aperçu que les scientifiques étaient irrationnels. Ah oui? Eh oui. Mais dites-moi, pour en revenir à René Fouéré, c'était un grand spiritualiste, un mystique. Est-ce que vous êtes un homme de foi? Hélas, non. Je vous dirais que je suis un croyant par des formations professionnelles. Et si moi-même, j'ai été confronté à des problèmes aigus avec... Vous avez perdu un fils? J'ai perdu un fils il y a 1 an et demi. Et de toute manière, philosophiquement, c'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? À quoi sert l'homme? Qu'est-ce que c'est que le bien et le mal? Que devient l'humanité? On ne peut pas vivre comme des aveugles en avançant droit devant soi et sans se préoccuper de quoi que ce soit. Et la science est très pauvre en réponse de ce côté-là.
Maintenant, après toutes ces années de réflexion, quelle est un peu ma position? Je constate que d'un côté, on a des scientifiques qui disent l'univers est une machine et le monde spirituel n'existe pas. Et puis de l'autre côté, on a des spiritualistes qui disent il faut méditer et accéder à une connaissance essentielle et la science est un gadget sans intérêt. Et j'ai l'impression que les deux sont un peu comme des unijambistes. Que le scientifique marche sur une seule jambe en disant avec ma technique, moi ça me suffit. Et que le spiritualiste marche sur sa jambe à lui en disant sans la science. Et je pense qu'il y a quelque chose de déséquilibré dans les deux approches. Et le fait de glisser complètement vers l'une et de glisser complètement vers l'autre, c'est un peu une erreur. Et que si quelque chose devait se faire, ce serait en prenant ces deux borgnes pour essayer d'en faire quelqu'un qui ait deux yeux et qui voit vraiment les réalités. Et s'il y a une chose qui me paraît parmi les plus intéressantes des documents homo, et ça, j'ai pas d'outils ni de théoriques ni expérimentaux pour vérifier ça, c'est une suggestion qu'il puisse y avoir un lien entre la physique et la métaphysique. Et ça, c'est quelque chose de bouleversant, parce que soit on a des scientifiques qui n'ont aucune croyance. Ils disent, je suis mécanicien du réel, et le monde spirituel, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est une pauvreté d'esprit, parce que c'est vraiment nier la conscience, simplement. Hein. Soit alors, on a l'homme de foi, qui dit tout est foi, et tout ce qui n'est pas foi, ça n'existe pas. Et dans le monde vu par les humites, il y a une espèce de lien expérimental, carrément. Ils ont la foi? Ils ont... Non, ils ont des évidences... métaphysiques. Physiques. La métaphysique et la physique, c'est quelque chose qui forme un ensemble. Alors, sur Terre, lorsqu'on évoque ça, alors on imagine des expériences spirites, des tables qui tournent, des choses de genre. Et ça, ce genre de monde-là est rejeté par le texte du mythe avec une certaine dérision, en disant ça, c'est vraiment un gadget, quoi. Il y a des choses plus essentielles à faire pour comprendre. Il y a une liaison physique entre le corps et un monde extracorporel, et c'est une chose qui existe, quoi. Même si elle est imagée de façon assez imprécise dans différentes religions, il y a quelque chose à creuser là-dedans, il y a quelque chose à observer, à constater expérimentalement. Comment les extraterrestres nous perçoivent, nous, les humains, les terriens? Disons qu'on pourrait dire que ces textes-là, c'est un peu un miroir. C'est-à-dire que lorsqu'on lit ces choses-là, on se voit soi-même et on découvre à travers les informations qui sont fournies, par exemple, l'extraordinaire perversion de la science, qui vraiment est occupée à 80% à faire des choses horribles et des armes. Il y a quelque chose de phénoménal, quoi, dans le phénomène scientifique contemporain. Au début du siècle, les atomistes étaient des philosophes. Prenez des gens comme Rutherford, par exemple. D'un côté, les ingénieurs faisaient des sous-marins, des avions, des bombes. C'était des gens méprisables. Mais les gens qui cherchaient les secrets de la nature, les atomistes, c'était des gens complètement dégagés de toutes ces contingences. Or, eux aussi sont tombés complètement dans ce piège mortel des armements. C'était assez extraordinaire. Et après la guerre de 14-18, les Anglais avaient emprunté du radium à l'Institut du radium qui était à Joachimsthal en Bohême. Et l'Angleterre et l'Autriche avaient été ennemis pendant la guerre de 14. Et après la guerre de 14, les contacts scientifiques ont repris immédiatement entre tous ces scientifiques de haut niveau, par-dessus ces petites contingences qu'était cette guerre imbécile où on s'était tripé comme ça de chaque côté d'une tranchée de façon ridicule. Et Rutherford a demandé à ce que l'Angleterre rembourse le radium qu'on avait acheté à l'Autriche, et le gouvernement anglais a dit mais pas du tout, les Autrichiens sont nos ennemis. Et Rutherford a fait une collecte pour rembourser le radium à l'Institut, pour montrer qu'il était au-dessus de ces contingences nationalistes complètement imbéciles. Donc l'atomiste de cette époque-là était un philosophe. Et à partir du projet Manhattan, ils ont tombé complètement. Et vous voyez, moi, par exemple, je suis astronome. On pourrait dire l'astronomie, voilà une science qui est complètement dégagée des institutions militaires. Et bien plus maintenant, avec la guerre des étoiles, les militaires veulent de magnifiques miroirs adaptables et ils travaillent en liaison avec les astronomes. Donc ce côté faustien, il est partout. Il est partout. Vous avez été également un professeur de philosophie. Est-ce que les humites ont changé votre vision du monde? Je disais... je crois que l'évolution normale d'un scientifique, après 25 ans de carrière, c'est de s'apercevoir qu'il ne sait pas grand-chose, quoi. Et si on fait un peu illusion sur d'autres gens, parce qu'on dispose de mots, de vocabulaire, de tours qu'on sait faire, vis-à-vis de soi-même, on se dit, après avoir fait tout ce chemin, combien de questions non résolues je
vous dis, la question métaphysique, pour moi, c'est une question gênante, dérangeante. Regardez tous les progrès qu'on a fait en biologie. On sait ce que c'est qu'un enzyme, on sait ce que c'est que l'ADN, on sait ce que c'est que la génétique, on commence à toucher des tas de choses là-dessus. On connaît la cybernétique, on a découvert qu'un muscle, c'était quelque chose qui se pilotait aussi avec de l'électricité. Donc tout ce côté mécanique de l'être humain, on m'a prise dessus. On a fait des cerveaux électroniques, on a fait des ordinateurs, on s'est reconstitué, on sait faire un ordinateur qui joue mieux que vous aux échecs. C'est quand même assez phénoménal. On peut faire des yeux qui font de la reconnaissance de forme. On va faire des robots. Mais quel que soit ce robot, il y a quand même quelque chose qui appartient à l'homme et dont on a une conscience immédiate. C'est simplement la conscience, ça ne sert à rien. Et pour moi, scientifique, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on a cette perception du monde, ce sentiment d'exister, cette notion de bien et de mal, alors que du point de vue du darwinisme, c'est quelque chose d'inutile. En terminant, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez faire entendre au monde entier? Ah, certes, oui. Disons que, après avoir baigné dans ces textes-là, plus j'avance dans cette affaire, plus je me sens terrien, plus je me sens concerné par les problèmes terriens. Et j'ai essayé de trouver deux idées qui me paraissent essentielles en ce moment. La première, c'est qu'on est en train de développer un plan de désarmement thermonucléaire à l'échelle planétaire. Donc tout le monde s'en satisfait. Ce plan est un leurre. Et on développe des armes beaucoup plus dangereuses dans des techniques qui sont les expérimentations nucléaires souterraines. Et ces expérimentations nucléaires souterraines, elles n'ont aucun argument économique, elles ne fournissent pas des emplois, elles ne font pas progresser la science. Donc s'il y a une chose que j'aimerais faire passer, c'est que on se mobilise pour demander l'interdiction immédiate de ces expérimentations nucléaires souterraines dans tous les pays. Et ça a un avantage, c'est que ce serait facilement contrôlable. Ça a déjà été proposé à plusieurs reprises par de nombreux pays, dont le Canada, je pense aussi, et l'Union soviétique. Et un réseau de sismographes permet de contrôler une chose comme ça. Et en prenant une mesure comme celle-là, ça aurait comme effet immédiat qu'on gèlerait le progrès militaire. Ce serait déjà pas mal. On a déjà des choses assez horribles, mais au moins on n'irait pas plus loin que un truc comme ça. Et la seconde idée, c'est que on a actuellement des technologies nouvelles qui sont axées sur la communication. Avec l'informatique, un ordinateur, ça consomme pratiquement pas d'énergie, ça ne consomme pratiquement pas de matières premières. Et quand on met des satellites sur orbite, qu'on communique par téléphone, est-ce qu'on se rend compte du peu de nombre de watts qu'on consomme en faisant une chose comme ça? Eh bien, on pourrait faire communiquer les hommes de la Terre, et en les faisant communiquer, il ne s'agit pas de les inonder de pseudo-informations ou d'idéologie ou de messages publicitaires. Il s'agirait de leur permettre de communiquer librement les uns avec les autres. Les extraterrestres du professeur Petit habiteraient une planète à 15 années-lumière de la Terre. C'est pas exactement l'approche banlieue. Or, vous connaissez le proverbe « en beau mentir qui vient de loin ». Le professeur Petit est-il crédible? C'est la question que Robert Auclair a posée à quelqu'un qui s'est toujours intéressé à ces phénomènes, Jacques Languirand. Monsieur Languirand, depuis quelques années, il semble que les scientifiques en soient arrivés à un certain consensus sur le fait qu'il est plausible qu'on ne soit pas seul dans l'univers, qu'il y ait d'autres vies intelligentes ailleurs. Oui. Mais quand... ça paraît probable, ça même. Oui. Mais quand M. Jean-Pierre Petit, par exemple, que vous avez rencontré, que vous avez lu aussi, nous parle de documents humides et qu'il parle de conversations téléphoniques, de lettres, est-ce que là, on n'a pas affaire à un énorme canular? Il faut voir ce qu'il y a dans les documents. D'abord, les documents existent. Ils ont fait l'objet d'une publication, pas comme telle, mais qui a eu déjà une analyse linguistique qui a été faite dans un ouvrage français qui est paru, je ne sais pas où, qui est un ouvrage profondément ennuyeux. Ça serait un canular qu'ils auraient traîné pendant un très grand nombre d'années, parce que ça a commencé dans les années 50, 60, par là. Hein. Je dis, ça dépend des étapes de ça. Je ne sais pas, j'ai le même... j'ai un peu la même attitude, un petit peu... pas vraiment sceptique, mais j'aime bien prendre un certain recul par rapport à ça, parce que, alors, écoutez, je vais vous expliquer où je me situe par rapport à ça. D'abord, ça m'a beaucoup intéressé au départ, passionnément même. Et puis, je me suis informé sur cette question-là, dans la mesure où, en plus, je devais en parler dans mon émission de radio, par 4 chemins, à l'antenne de Radio-Canada. Et à un moment, je me suis fatigué de ça parce qu'il n'y avait rien qui renouvelait le discours. Vous comprenez? Il ne se passait rien. Puis d'ailleurs, c'est ce qui attriste tellement les ovnistes, vous comprenez, qui sont un peu comme dans la position de ces primitifs qui attendent l'arrivée d'un bateau blanc ou d'un avion blanc
certains pays, vous comprenez, du Pacifique, certaines régions du Pacifique, il y a une tradition, une espèce de rituel de l'attente, là, du sauveur, comme ça. Mais je trouve qu'avec Petit, il y a eu, Vallée, il y a Jung, il y a eu des apports divers de la psychologie, mais je trouve que Petit est le premier qui arrive à suggérer des explications à la plupart des objections qui sont faites à la manifestation d'extraterrestres par ces véhicules qu'on appelle les ovnis. Car ne nous trompons pas, les ovnis, ça veut dire objets volants non identifiés. Alors, il y en a une bonne partie de ces objets volants non identifiés qui sont devenus des OVI, objets volants identifiés, mais il reste encore un pourcentage troublant, mais pas plus que ça. Vous comprenez, c'est-à-dire, on n'avait pas les informations qu'il fallait ou le phénomène ne pouvait pas être analysé, en effet, ce genre de choses-là. Il y a un pourcentage d'ovnis qu'on n'arrive pas à expliquer peut-être autrement que par l'hypothèse ou la théorie d'extraterrestres. Mais beaucoup de gens ont dit à propos de ça, et c'est là, d'après moi, l'intérêt de l'intervention de Petit, beaucoup de gens ont dit à propos de ça, c'est pas possible de se déplacer à la vitesse à laquelle les gens disent les voir se déplacer, c'est pas possible qu'il se produise telle chose, etc., etc. Et c'est la première fois que tout à coup, au lieu de dire non, c'est pas impossible, c'est pas possible, un scientifique se donne la peine de proposer certaines explications. Certaines sont très complexes, ont fait l'objet d'exposer dans des contextes, dans le contexte scientifique, en particulier, l'hydro, vous comprenez ce que je veux dire, VHD, c'est ça, qui a été récemment repris comme et appliqué à la possibilité de propulser des véhicules sous-marins. Oui, d'accord, pour les véhicules. Il donne des explications à ça, mais quand il parle de documents humides, par exemple, vous dites qu'on en a vu des extraits. Non, c'est pas ça. Moi, les documents humides ne me troublent pas du tout. C'est le genre d'informations qu'ils arrivent à trouver là-dedans. Pas du tout sur comment leur psychologie, etc. Ça m'intéresse pas du tout. Mais quand on pense que ce bonhomme, qui a une bonne réputation de scientifique, il est encore jeune comme scientifique, il a une bonne réputation de scientifique, il a fait plusieurs articles sur plusieurs questions avancées pour une revue aussi rigoureuse dans le sens rigoureuse dans le créneau des revues populaires quand même, qui est Science et Vie, par exemple. Ils font pas appel à des collaborateurs qui n'ont pas pignon sur rue, ces gens-là, habituellement. Et je trouve qu'il apporte quelque chose. Et puis, s'il dit, lui, ça vient de ces documents-là, il y a des scientifiques qui lui ont dit, mais M. Petit, c'est fâché que vous disiez ça, c'est si intéressant, vos théories. Pourquoi vous ajoutez que vous êtes venu par les extraterrestres? Vous brouillez toutes les pistes, vous comprenez? Mais est-ce qu'il y a des philologues, des linguistes, justement, vous disiez, qui se sont penchés sur ces documents et qui les ont traduits et qui... Il y a un livre qui a été, fait en français, à ma connaissance, sur la langue des humites, là. Je ne sais pas comment ça s'intitule, les extraterrestres sont parmi nous, quelque chose comme ça. Il y a... Ensuite, les documents existent. Apparemment, si quelqu'un veut se les procurer, ils n'ont jamais fait l'objet d'une publication globale parce que plusieurs personnes en ont reçu. C'est toujours des publications partielles. Oui, il y a des scientifiques quand même qui se sont drôlement trompés quand on pense dernièrement aux figures dans les champs de blé en Grande-Bretagne, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui se sont trompés là-dedans. Il y a la revue Luminance, c'est pas une revue scientifique que je sache au Québec, qui s'est foutu le doigt dans l'œil profondément sur cette question-là. Mais là, il y avait comme deux paysans qui s'étaient bien amusés. Ils sont bien amusés. Mais encore là, par exemple, vous dites revue des scientifiques qui se sont laissés prendre. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup qui se sont laissés prendre à ça. Il y avait sur le terrain, paraît-il, des scientifiques qui se posaient des questions et qui essayaient de voir d'où venait ce phénomène et d'expliquer ce phénomène. Oui, mais vous comprenez, il y a 600 personnes en Belgique qui ont vu récemment des soucoupes volantes se déplacer au-dessus de la Belgique. Ce ne sont pas nécessairement des fous, les Belges. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça a été photographié, ils les ont regardés aller, c'est triangulaire, comme la fameuse forme que tout le monde décrit avec des faisceaux lumineux qui descendent.
600 personnes. Alors, la gendarmerie, qui est la police, si vous voulez, nationale belge, s'en est mêlée, l'armée s'en est mêlée. Il n'y a aucun doute que le pays a été survolé par des soucoupes volantes, vous comprenez ce que je veux dire, qui se déplaçaient, comme les gens les voient toujours se déplacer. Moi, je défends rien, mais je dis que c'est extraordinaire que des phénomènes comme ceux-là ne fassent pas l'objet de fouilles plus approfondies. Et je trouve que Jean-Pierre Petit en a fait. Il n'y a pas qu'en Belgique où l'on a vu des objets volants non identifiés. Au Québec également, il y a plusieurs personnes qui disent en avoir vu, dont Pierre Véraud, qui répond ici aux questions de Colette Chabot. Pierre Véraud, est-ce que ça vous rassure de savoir qu'un scientifique français dont la crédibilité n'a jamais été remise en question, la crédibilité scientifique, j'entends, et parle des extraterrestres? Est-ce que ça vous rassure? Oui, ça peut être rassurant, justement, de voir une personne éminente dans le domaine de la science assurer qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur de notre planète et qui sont là pour nous donner des messages et qu'il y a des études qui sont faites, justement, par cette personne, oui. 2 fois dans votre vie, Pierre, vous avez vu des extraterrestres. D'abord quand vous étiez petit garçon. Oui, j'avais 8 ans. Et puis, comme par hasard, enfin, on dit que les hasards n'existent pas, mais j'ai eu une vision d'une secoupe volante. Et ce qui était le plus rassurant dans cette vision, c'est que le lendemain matin, c'était écrit dans les journaux locaux, annonçant que tous les gens avaient vu un engin non identifié dans le ciel. J'habitais Marrakech à ce moment-là, au Maroc, et justement, c'était écrit dans le journal, les Marrakechis ont vu une secoupe volante ou un engin non identifié dans le ciel. Alors, pour un enfant de 8 ans, j'ai souvenance de ça. Donc, votre intérêt pour les extraterrestres, votre intérêt et votre certitude datent de très, très loin. Oui. Il y a toujours eu cette curiosité, cette recherche. Puis, comme je l'ai déjà mentionné, il n'y a pas une journée, il n'y a pas une soirée que je regarde le ciel, que je scrute le ciel pour voir justement si quelque chose pouvait se révéler, puis être vu à nouveau. Et c'est arrivé récemment? C'est arrivé récemment, disons, il y a quelques années maintenant. Mes enfants étaient relativement jeunes. Et puis, je sortais de la maison pour aller mettre les chiens dans le chenil pour la nuit. Et tout en sortant de la maison, en me dirigeant vers le chenil, je me disais, bon, est-ce que ce soir je vais en voir? C'était une nuit d'automne. Les ciels sont très beaux à ce moment-là, il y a beaucoup d'étoiles. Et je me disais, est-ce que je vais encore voir pas des extraterrestres, mais un ange, quelque chose, enfin, je broutais là-dessus. Et puis, c'était assez fort d'ailleurs comme intention. Et en sortant du chenil, en me redirigeant vers la maison, je me suis vraiment trouvé en face d'une lumière très, très, très éclatante, très large. Je n'ai pas pu distinguer de forme, je ne peux pas vous dire si c'est la forme ovale, grosse ou quoi, mais je pouvais deviner quand même, mais ressentir surtout une masse sombre, mais avec beaucoup, beaucoup de lumière en avant. Dire comment les lumières étaient, ça se passe quand même assez vite, puis il y a l'effet de surprise. Vous savez, quand vous sortez de chez vous, vous pensez à ça, et puis vous ressortez du chenil, puis vous vous retrouvez face à cet engin-là. Il y a vraiment de quoi frémir. Alors, pour être sûr que je rêvais pas, puis que j'étais pas en train de capoter, je rentre à l'intérieur de la maison, puis j'appelle tout le monde, j'appelle ma femme, les enfants, puis venez vite, puis le temps qu'ils réagissent, eux, puis le temps qu'ils se réveillent, j'imagine, moi, je suis ressorti, puis j'ai été revoir l'engin, qui était quand même encore là, mais le temps que eux arrivent, bien sûr, comme par hasard, comme dans les vues, puis c'est parti. C'est parti très, très vite. Et vous avez eu la confirmation que vous n'aviez pas été seul à avoir vu cet engin, oui? En effet, oui. Alors, je suis resté un peu énervé, mais pas surpris. Ça ne vous a pas empêché de dormir? Non, pas du tout. Non. Moi, il n'y a pas grand-chose qui m'empêche de dormir, finalement. Mais non, ça pas du tout. Et comme c'était l'automne et que je suis dans le domaine du ski, je me préparais à mes activités physiques aussi pour être en forme pour l'hiver. Et par conséquent, je vais dans un salon de musculation. Et ce salon est situé dans la région de Sainte-Agathe. Et je fais mes exercices, il y a 2 policiers qui rentrent.
et qui font leurs exercices, préparent exactement aussi, tout. Et à un moment donné, il y a cette conversation qui vient et qui dit as-tu ou as-tu connaissance de l'appel qu'on a eu par une madame dans un rang, je ne sais plus trop lequel, disant qu'elle avait vu un ange non identifié et puis et tout. Moi, là, à ce moment-là, là, je me suis trouvé un peu énervé parce que j'ai eu la chair de poule, j'avais des frissons partout, parce que là, je venais de réaliser que ce que j'avais vu avait été vraiment réel. Et en plus d'en être sûr quand même, mais là, j'en avais la preuve. Alors, je me suis tourné vers les policiers, puis j'ai pu leur taper dessus tranquillement et leur dire « Hey, la madame n'allait pas si folle que ça », parce que moi aussi, j'ai eu la même expérience. J'ai vraiment vu cet ange, j'ai vu ce que cette madame a vu, peut-être différemment de moi, mais moi, je l'ai très bien vu. En terminant, voici des coordonnées du livre du professeur Petit. Le livre s'appelle « Enquête sur les extraterrestres » qui vivent déjà parmi nous. C'est publié aux éditions Albin Michel. On vient également de rééditer le tout premier ouvrage du professeur Petit qui s'appelle « Enquête sur les ovnis ». C'est tout pour cette semaine. Je vous donne notre adresse si vous voulez nous écrire. C'est Éveil, Maison de Radio-Canada, 8e étage, 1400 S, boulevard René-Lévesque, Montréal, H2L2M2. L'émission vous est présentée en reprise également après le Studio Libre du lundi soir. Nous vous revenons le 2 février. Au nom de toute l'équipe, bonne fin de janvier. Soyez heureux. E